À peine la 89 laisse derrière elle l'estuaire de la Gironde, l'infrastructure rencontre un relief de plus en plus marqué et accidenté, matérialisé par les collines et les vallées profondes du Périgord, puis de la Corrèze. Le tracé va alors exiger d'imaginer et mettre en œuvre des ouvrages d'art toujours plus imposants et vertigineux. L'A89, c'est l'illustration parfaite du génie civil français, parce que c'est une collection. Il y a plus de 37 viaducs. Ils ont tous une architecture différente, une implantation différente, ils répondent à des objectifs différents. C'est un relief assez marqué, même si ça ne monte pas très très haut, et donc ça a nécessité des ouvrages importants. Donc c'est une infrastructure avec une concentration très importante de grands ouvrages de génie civil, voilà. D'où effectivement la complexité technique de réalisation. Le viaduc des Bergères, au cœur du Périgord. Une brèche de 300 mètres de long pour 40 mètres de profondeur se présente. Le fond de vallée est trop étroit pour y déployer un chantier et il faut préserver le milieu naturel pendant la phase de construction. Ces grands viaducs vont traverser souvent des brèches dans lesquelles coulent des rivières, etc., qui sont des milieux assez sensibles. Et donc on essaye de faire en sorte que le chantier ait par lui-même le moins d'impact possible. Pour répondre à ces contraintes, les ingénieurs décident de mettre en œuvre la méthode du viaduc poussé. Il s'agit de construire le tablier sur les rives, de part et d'autre de la vallée. Seules les piles qui vont venir soutenir l'ouvrage sont érigées en contrebas, limitant ainsi l'emprise du chantier sur le sol. Une fois les piles terminées, le tablier est alors progressivement poussé dans le vide jusqu'à atteindre la tête du premier pilier et venir enfin s'y reposer. Mais sur ces distances, c'est un pari hautement risqué. Sur le viaduc poussé, vous êtes limité dans la portée des éléments, c'est-à-dire que vous avez votre charpente métallique, vous allez la pousser, donc à un moment elle va se trouver dans le vide, donc en porte-à-faux, jusqu'au moment où elle va trouver un appui. Et donc ce porte-à-faux, il limite la portée possible du lançage de votre charpente. Alors le principe, c'est que c'est le tablier qui va bouger. Au fur et à mesure qu'on le construit, on le fait avancer, ça libère le coffrage, on fait le tronçon suivant. Et on le lance sur les piles. Donc là, ils ont mis un très grand avant-bec de manière à pouvoir attraper la pile en face et un mât de haut-bannage également pour soulager la console avant que cet avant-bec accoste la pile sans casser le tablier pendant la construction. Le rapport entre la longueur de ce bec, 40 mètres, et celle des travées parcourues, 65 mètres, est considéré comme la limite technique actuelle pour un poussage de tablier. C'est un record mondial. À l'époque, le viaduc des Bergères a été un record de poussage, parce qu'en fait, c'était une travée de 66 mètres et c'était assez exceptionnel. À peine le viaduc des Bergères touche terre, moins de 200 mètres plus loin, la chaussée s'envole de nouveau sur le viaduc de la Barricade, reconnaissable à sa double pile centrale, qui concilie finesse et résistance. Mais la construction de l'ouvrage de 420 mètres va rencontrer un imprévu de taille. Sur le viaduc de la Barricade, c'est qu'on connaît difficilement le sol sur lequel on va construire. On fait un certain nombre d'études géologiques, voilà. Mais la réalité des travaux fait qu'il peut y avoir des surprises. Et à ce moment-là, les ingénieurs analysent et apportent des réponses et peuvent éventuellement modifier, compléter le projet, voilà, pour faire face à ces aléas. Pendant la construction des fondations, les équipes rencontrent une faille géologique. Celle-ci se caractérise par un mélange chaotique de roches et de sédiments rendant le terrain très instable. Les travaux doivent être stoppés. Il faut purger le terrain. Puis les ingénieurs décident de quadrupler les fondations de l'ouvrage. Initialement creusées de 4 à 6 mètres, elles seront portées de 10 à 22 mètres pour assurer la stabilité et la sécurité de la structure. On sait au départ que la géologie est complexe, donc vous savez qu'il peut y avoir des failles à tel endroit, etc. Mais c'est quand vous y êtes confronté que vous en prenez la mesure réelle, parfois avec des bonnes surprises. La faille est moins importante que ce que vous imaginiez, ou parfois, au contraire, des difficultés complémentaires. Longue de 550 km, l'A89 est la première et la seule autoroute à desservir la France de manière transversale et en passant par son cœur. Elle met Lyon à 5h30 de Bordeaux. Plus rapide que le train,
elle rend obsolètes les liaisons aériennes entre les deux métropoles. Kilomètre après kilomètre, les difficultés sont autant de défis à relever pour les ingénieurs, maîtres d'ouvrage et architectes. Et chaque nouvelle contrainte est une nouvelle opportunité d'inventer, concevoir et repousser les limites de l'ingénierie. Sur un site aussi remarquable que les volcans d'Auvergne, comment faire passer une chaussée de 2 fois 2 voies de 20 mètres de large au-dessus d'une vallée encaissée et profonde, sans impacter la rivière protégée qui coule 150 mètres plus bas et sans défigurer ni même obturer le panorama exceptionnel qu'offre la chaîne des volcans d'Auvergne et du Puy-de-Dôme. Ce sont autant de problématiques auxquelles répond le viaduc de la Sioule, un géant qui frise le kilomètre pour une altitude de 135 mètres. Il faut intégrer toutes les données, y compris celles qui concernent le paysage, l'environnement de manière générale. C'est l'intégration de toutes ces données qui fait que le projet sera réussi ou pas. La conception d'une autoroute, c'est un consensus permanent entre diverses contraintes, des contraintes techniques liées à la géométrie même de l'autoroute, des contraintes géotechniques, la nature du sol, le paysage, l'environnement. Donc c'est cette difficulté, c'est de trouver la meilleure réponse à l'ensemble de ces contraintes. Et bien entendu, une fois qu'on aura écrit le cahier des charges quelque part, il faudra le respecter. Donc c'est au moment du chantier que ça va se jouer. Les options retenues sont la technique par encorbellement successif pour limiter l'impact lors de la construction et des piles à double voilage pour limiter l'impact visuel de l'ouvrage. L'occasion pour les constructeurs d'établir de nouveaux records. La particularité de ce viaduc, c'est qu'il a des très grandes portées. En fait, à l'époque, quand il a été construit, c'était le record de France des ponts d'encorbellement, avec 192,50 mètres. Il a assez peu de piles, et les grandes piles, qui font jusqu'à 130 mètres de haut, sont doubles de manière à ajourer et ne pas remplir la vallée. Le but, c'était qu'il soit le plus transparent possible. À l'échelle qu'il a, il paraît léger, alors qu'il est monumental dans tous ses aspects. Pour ériger un tel monument sans impacter le milieu, les équipes ont d'abord édifié les piliers avant de démarrer la construction du tablier. Depuis leur sommet, celui-ci est directement lancé et assemblé dans le vide. La construction avance par éléments successifs. Chaque segment est construit en prenant appui sur le précédent. Les équipes travaillent depuis des nacelles suspendues, appelées équipage mobile. Le principe d'avancer dans le vide, c'est d'avoir justement cet équipage dit mobile. On a un coffrage qui va faire qu'une tranche de tablier, mais cette tranche, on va la répéter, et l'équipage avance dans le vide tout en s'appuyant sur la partie qu'on vient de construire. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer qu'on a bétonné le voussoir, le dernier. Le lendemain, on le met en pré-contrainte, déjà. Donc il faut avoir des bétons qui montent très vite en résistance. Et ensuite, on va s'appuyer dessus pour faire avancer l'équipage. L'équipage s'appuie toujours sur le dernier béton qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'il faut des très bons matériaux pour cette technique. Prendre appui sur le segment précédemment posé nécessite l'utilisation de béton de très haute qualité, capable de sécher extrêmement rapidement, tout en assurant immédiatement une solidité à toute épreuve, afin de soutenir des contraintes de plusieurs dizaines de tonnes. La technique de l'encorbellement successif, effectivement, permet d'avoir très peu d'emprise au sol, parce que la seule emprise au sol qu'on va avoir, c'est celle de la pile. Au moment où on fait la pile et la fondation, on a besoin de cette emprise. Et ensuite, par exemple, à la Sioule, nous sommes dans des versants boisés. Le tablier, on va le construire sans déboiser les versants. On va conserver toute la forêt. On va dire la vallée de la Sioule a été préservée. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, c'était peut-être un grand mot, mais c'était effectivement un vrai changement et une mise en valeur des territoires.